Voici Caroline Desrosières. Donc aujourd'hui, on va vous parler du thème de l'éducation. Donc je vais vous présenter un petit peu l'exposé pour commencer. Donc ça va vraiment se passer en deux temps principalement. Donc dans un premier temps, on va vous parler du système d'éducation de manière générale. On va faire un bref historique de l'éducation. On va parler du rôle de l'État également. Comment se passe l'enseignement actuel, puis aussi la place qu'occupe la culture dans l'éducation actuellement. On va faire un parallèle entre la situation au Québec puis en Haïti. Puis finalement, on va vous parler dans un deuxième temps du système d'éducation qu'on appelle des systèmes alternatifs. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi les systèmes alternatifs, puis on va vous montrer des exemples d'applications en fait qui se sont produits. Puis on va parler également du libre accès. Puis on va conclure avec vous là, un petit peu en regard de tout ce qu'on aura parlé en lien avec notre question de recherche également. On a ajouté un autre aspect à notre présentation, c'est-à-dire qu'on a rencontré l'équipe du bac, qui sont environ une dizaine, au début octobre, pour essayer de voir justement de quoi on allait parler, puis comment on allait s'arranger pour l'oral. Puis on s'est dit que ça pourrait être funky de faire un petit questionnaire tous ensemble. Donc, on s'est séparé des thèmes par rapport à l'éducation. On s'était dit qu'on allait trouver une question qu'on se posait en tant qu'individu sans nécessairement avoir fait de lecture au préalable. On a fait un questionnaire tous ensemble, puis on l'a envoyé à nos amis, notre famille. On a eu à ce jour 93 répondants, mais on a analysé seulement 87 réponses à ce jour parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter pour commencer à analyser les données. Donc, je voulais juste vous présenter préalablement un peu la constitution de notre sondage. Donc, on peut voir ici que la plupart de nos répondants ont entre 18 et 24 ans, qu'il y a quand même une bonne proportion entre 25 et 31, et sinon, presque le quart, ça joue entre les 5 autres tranches d'âge. Puis aussi, on a presque une parité égale de femmes et d'hommes. La plupart des personnes de notre questionnaire habitaient dans différentes régions du Québec, principalement dans la capitale nationale. Puis aussi, on avait des gens hors Québec, principalement aussi Haïti. La section autre, c'est pas pour discriminer, c'est que c'est des gens qui n'ont pas compris la question. Donc, la question était de quelle région venez-vous, et on avait catholique ou le berceau du développement durable. Donc, j'ai juste mis autre à ce moment-là. Donc voilà, dans tout au long de notre exposé, en fait, on va faire présenter un peu chaque thème, puis après ça, on va rajouter un peu l'opinion des gens sur certains aspects qui sont en lien avec les thèmes qu'on va parler. Donc, en gros, c'est quoi l'éducation? J'ai regardé étymologiquement, l'éducation, c'est défini comme l'action de guider hors, de faire produire, de faire développer. C'est sûr que de nos jours, c'est plus connu comme l'apprentissage puis au développement des facultés physiques, psychiques, intellectuelles, puis au moyen et au résultat de cette activité de développement-là. En regard de ça, chaque pays a son propre système d'éducation. Puis l'importance de l'éducation actuellement dans la société fait en sorte que c'est considéré comme un des droits des hommes. Je vais commencer avec un bref historique de l'éducation au Québec. En fait, je vais faire plus les 100 dernières années. C'est sûr que pour le chapitre, ça va être plus développé, mais là, compte tenu qu'on est quand même assez au courant de la situation, je l'ai fait assez bref. Donc, vous le savez, au début des années 1900, donc au début du 20e siècle, l'école qui est vraiment sous domination religieuse. Donc, il y avait à peu près 40% du corps qui était professoral, qui était religieux. Puis, le catéchisme avait vraiment une grande place dans l'enseignement qui était prodigué aux enfants. Il y avait aussi différents types d'institutions à l'époque. Donc, il y avait une part les petites écoles qui correspondent vraiment au primaire actuellement. Il y avait des écoles d'art et de métier, des collèges, des écoles normales pour les enseignants, il y avait des écoles mélangères pour les femmes, puis il y avait également des universités. Par contre, vraiment l'université est accessible par les plus riches parce que l'éducation coûtait très cher à l'époque. L'éducation était facultative jusqu'en 1943 où elle est devenue obligatoire. C'est sûr que l'accessibilité était toujours différente dépendamment du sexe, de la région qu'on venait, de la religion, puis de la richesse des parents, mais somme toute était obligatoire tout de même. À partir des années 1960, c'est plus considéré comme un luxe d'aller à l'école, mais comme un droit. Donc, on a essayé de rendre ça accessible à toute la population. Donc, c'est pour ça que l'État a pris le contrôle, entre guillemets, de l'éducation. En 1964, le ministère de l'Éducation a vu le jour.
En 1967, le Collège d'enseignement général et professionnel a vu le jour, donc les cégep ont connu le jour. Donc, dans ces années-là, on a vraiment cherché à démocratiser un petit peu l'enseignement. Donc, on a étendu jusqu'au collégial la gratuité scolaire. On a amélioré l'accès aux études universitaires grâce au système de prêts et bourses que tu connais sans doute. Puis, on a élargi l'accès à l'éducation jusqu'aux adultes. Puis, au début des années 2000, en fait, la société québécoise est devenue beaucoup plus multiethnique. Donc, les cours de religion correspondaient peut-être moins à la situation qu'on vivait dans la classe, en fait, moins aux idées qui régnaient au Québec. Donc, il y a eu la loi 118 qui a été adoptée sur la déconfessionnalisation des écoles. C'est là qu'on a vu apparaître, en fait, les cours d'éthique et de culture religieuse ensemble. Contrairement à l'histoire. C'est juste pour une question de filmer, de rapprocher un petit peu de l'écran pour que je puisse te voir dans le champ. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ok, alors contrairement à l'historique que vous avez eu sur l'éducation au Québec, on estimait que certains d'entre vous avaient déjà une idée. Donc, l'historique pour Haïti sera bref. J'ai divisé en plusieurs périodes l'histoire de l'éducation d'Haïti. On a une période qui s'étend de 1492 à 1803. C'est la période où il y avait la colonisation en Haïti. On n'a pas vraiment pu parler de système d'éducation en Haïti. Mais c'est une période qui est marquée par une éducation coloniale et une éducation marronne. Quand je parle d'éducation coloniale, on peut voir ce souci du colon de faire intégrer le système colonial. Il y avait l'instruction religieuse et l'idéologie esclavagiste parce qu'il fallait que les esclaves restent sous la domination afin que le système soit profitable aux colons. Donc, il n'y avait pas vraiment un enseignement. C'était des notions basiques. On apprenait à lire, à écrire et à calculer aux esclaves. Mais toutefois, on permettait à certains esclaves d'avoir un métier. On leur enseignait un métier. Ensuite, on peut parler de l'éducation marronne. L'éducation marronne, c'est plutôt lié au marronnage. Au marronnage, c'est lorsque les esclaves ne voulaient plus servir dans les plantations, ils prenaient la fuite et ils allaient dans les bois. Et là, ils pouvaient s'organiser pour échanger des connaissances, pour transmettre des connaissances aussi. Et il y avait certains esclaves qui étaient libres, qui se joignaient à eux. Et ce qui a été le fondement de cette éducation, c'est le vaudou et le créole. D'ailleurs, ce sont les deux éléments qui ont permis plus tard l'indépendance d'Haïti. De 1801 à 1806, on peut parler d'une éducation qui a plutôt une logique populaire, parce que la constitution de 1801, dans cette constitution, le gouverneur général Toussaint Louverture déclare que l'éducation est libre. Avant, les esclaves n'avaient pas cette liberté, mais puisque c'est ils voulaient former un État-nation, donc il fallait faire asseoir la puissance de cet État-nation sur la religion et sur l'éducation. Donc il a pensé dans sa politique à créer des écoles pour permettre aux anciens esclaves d'avoir l'instruction, et il a fait venir des Européens pour former les esclaves. Les anciens esclaves alors. Dans sa constitution de 1801, le gouverneur général a déclaré que toute personne a la faculté de former des établissements particuliers d'éducation, d'instruction pour la jeunesse sous l'autorisation de la surveillance des administrations municipales. Donc c'était à cette époque la mairie qui gérait l'éducation ou l'instruction en Haïti. 1804, c'est l'année de l'indépendance. C'était une jeune nation, donc il fallait former, il fallait éduquer la population afin d'éviter tout retour des Français à l'époque, mais c'était le ministère des Finances et de l'Intérieur qui faisait la gestion. Donc pendant cette période, Dessalines, lui, il a fait voter des lois pour établir l'instruction publique. C'était libre et c'était accessible. En 1805, la capacité d'accueil était très restreinte, donc les 6 écoles qui existaient dans les 6 districts militaires ne pouvaient pas vraiment répondre à l'exigence du moment parce qu'il y avait un demi-million de jeunes et d'enfants qui étaient en âge d'aller à l'école. Donc il a permis lui aussi l'établissement d'écoles privées
sur le territoire. Malheureusement, il a décédé en 1806, ce qui fait de 1807 à 1820, il y a eu comme une coupure avec ces logiques populaires. De 1807 à 1820, le territoire était divisé en deux. Il y avait au nord le royaume du Nord qui était dirigé par un Noir, c'était Christophe Henri Ponnier, et à l'ouest, il y avait la République de l'Ouest qui était dirigée par un mulâtre, c'était Alexandre Sabès Pétion. Henri Christophe, lui, il voulait couper toutes les relations avec la France. C'est pour cela qu'il a refusé toute mission française qui voulait venir en Haïti. Il était pour une éducation anglo-saxonne, donc il a accepté de faire venir de Londres des enseignants qui devaient former le peuple haïtien. Donc 15 écoles primaires et secondaires étaient établies dans le Nord. Il y avait des professeurs anglais qui enseignaient aux garçons les maths, les sciences physiques et naturelles, mais il y avait surtout un accent qui était mis sur le perfectionnement en anglais, en géographie et en latin. Dans la partie ouest, on avait la République qui était dirigée par Alexandre Sabès Pétion. Lui, il était un mulâtre, mais il était pour une éducation plutôt élitiste, parce que dans les lois qui ont été votées, il y avait une certaine restriction sur l'accès à l'éducation. Il avait fait établir un lycée, mais dans ce lycée, c'était des enfants dont les parents étaient décédés en servant la cause de la patrie qui avaient accès à ce lycée. Il ne s'intéressait pas vraiment aux enfants des civils. Oui. Oui, alors c'est ça. Il y avait un accès limité, il y avait quatre écoles, mais là c'était seulement des enfants qui étaient orphelins et dont les parents n'avaient pas vraiment laissé des moyens pour que ces enfants-là puissent aller à l'école, et les parents sont morts en servant la cause de la patrie. Donc l'accès était limité. Avec la révolution de 1843, on a vu l'abolition des restrictions. Donc tous les citoyens indistinctement avaient droit à l'école, et il y avait des écoles dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains, et même des personnes qui avaient passé l'âge pouvaient un seul jour de la semaine avoir accès à certains locaux pour avoir une information, pour avoir la formation pour apprendre à calculer, à lire et à écrire. Avec la signature du Concordat de l'année en 1860, qui est un accord entre le Vatican et Haïti, l'instruction était assurée par des prêtres et des religieuses catholiques. Eux, ils étaient venus en Haïti pour instruire le peuple et pour permettre l'intégration dans le rang des nations de la civilisation occidentale. En échange de quoi, ils auraient des avantages économiques et ils pourraient implanter leur enseignement sur tout le territoire. Durant cette époque, soit en 1894, sur 400 000 enfants et jeunes haïtiens d'âge scolaire, 31 800 étaient scolarisés, soit 8% de la population, contre 2,7% en 1854, soit 50 ans après l'indépendance. Avec l'occupation américaine, on peut dire qu'il y a eu comme champ de bataille dans les écoles. Il y avait ceux qui étaient plutôt nationalistes et qui voulaient une éducation plus nationale qui pouvait répondre aux besoins de la démocratie haïtienne. Et il y avait de l'autre côté ceux qui étaient pour l'éducation anglo-saxonne que proposaient les occupants américains. Donc, à un certain moment, puisqu'il y avait des résistances, l'occupant avait neutralisé l'instruction publique. L'enseignement classique était un peu négligé, mais ils ont imposé plutôt un enseignement professionnel, ce qui fait qu'en 1929, il y avait des grèves d'étudiants, une grève qui a duré un mois d'ailleurs, et c'est ce qui a provoqué la fin de l'occupation américaine.
J'ai mis quelques points à signaler. Je voulais parler de l'accès inégal à l'éducation. Sur le point géographique, il y avait une certaine inégalité parce qu'il y avait d'un côté la formation des citadins, de l'autre la formation des paysans. De 1934 à 1971, c'est un système divisé qui met d'un côté les citadins et de l'autre les paysans. En 1954, le taux de scolarisation nationale était de 19,7%, soit 17,5% dans les zones rurales et 64% dans les zones urbaines. Il y avait également un accès inégal qui était lié aux genres. Il a fallu attendre 1848 pour que les filles aient officiellement accès à l'éducation, et ce dans des écoles séparées de celles des garçons. Mais plus tard, on a vu que les tâches ménagères, avec les statuts des femmes à la maison, les filles étaient moins présentes dans l'éducation en Haïti. Mais avec des mouvements d'émancipation, ça a en quelque sorte changé. Aujourd'hui, c'est pas... Aujourd'hui, on peut rencontrer, cela va dépendre du niveau, on peut rencontrer plus de femmes que de garçons, mais la tendance a en quelque sorte changé. La pédagogie qui était utilisée, c'était un enseignement qui mettait le professeur sur un piédestal. Il avait rapport avec le savoir et il était le seul capable de transmettre la connaissance. Les élèves n'étaient là que pour apprendre, ils devaient obéir d'ailleurs. On imposait l'obéissance. Et sinon, il y avait des sanctions, comme on l'a vu dans l'éducation coloniale. Les esclaves étaient victimes de violences physiques, des violences qui allaient même à la mutilation d'une partie de leur corps. Et ensuite, la religion a été utilisée pour faire une violence symbolique sur les esclaves pendant la période de la colonisation. Mais un peu plus tard, on a vu qu'il y avait moins de châtiments de la sorte, mais il restait toujours quelques punitions. Et dans un travail que Louis-Auguste Join a fait en 2006 sur l'éducation, c'est un travail qui malheureusement ne peut pas prouver comment ça a été les sanctions dans l'éducation, puisqu'il a travaillé seulement sur des écoles congréganistes, mais on peut toutefois extrapoler et dire que ça a été la donne dans les écoles congréganistes. On a les frères du petit séminaire pour les sciences martiales qui ont dit avoir favorisé l'autodiscipline à la place de la discipline autoritaire, parce que cela était comme un causait de l'autoritarisme et de la dictature. Donc, ils voulaient couper court à la dictature. Donc, ils ont favorisé plutôt le dialogue, l'intériorisation et la participation pour faire connaître les règles et ensuite pour s'assurer que les règles devaient être respectées. Donc, en gros, c'était le point que je voulais souligner en ce qui a trait à l'historique de l'éducation en Haïti. Mais le fait que l'école primaire soit devenue obligatoire et gratuite, ça c'est tout récent quand même. C'est le président Martelly. Non, on va voir plus tard. Ok, tu vas parler plus tard, d'accord. Donc, le lien avec les réponses du questionnaire. Donc, une question qu'on avait posée, c'était, selon vous, serait-ce une bonne chose que l'éducation publique soit athée? Donc, on peut voir qu'en 75%, la réponse est oui. Il y a tout de même que je considère une bonne proportion de non. Donc, on voulait aussi vous poser la question si vous aviez des choses à dire par rapport, justement, au fait que l'éducation soit athée. Sinon, on peut passer à une autre question. Super, ok. L'éducation soit athée, excusez-moi, l'éducation soit athée, ça veut quoi? C'est la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Oui. L'école, c'est comme si, si on apprend à l'école, c'est comme si c'était des faits. Fait que si on apprend une religion, mais c'est comme si on apprenait que c'était la bonne chose.
tu sais, la religion de l'école. Fait que là, en séparant l'école de la religion, ben, on apprend des vrais faits, puis on peut faire une religion en parallèle, là. Mais l'école, nous montre que c'est des faits, fait qu'ils ne nous imposent pas une vision. Selon moi, c'est une bonne chose. Donc, on va passer au rôle de Linda. Donc, je vais parler de la situation au Québec encore une fois. Donc, comme vous le savez, l'éducation au Québec est encadrée par le gouvernement du Québec par le biais du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y a deux réseaux, en fait. Il y a un réseau public et un réseau privé. Pour ce qui est du réseau public, il est entièrement payé par les fonds publics et la taxe scolaire. Donc, d'où sa gratuité, en fait. Puis, il y a le réseau privé qui est subventionné de l'ordre de 60% par le gouvernement du Québec. Donc, pour ce qui est des frais de scolarité associés à ça, en fait, au public, c'est gratuit jusqu'au cégep, tandis qu'au privé, il y a toujours des frais qui sont associés. Pour l'université, vous le savez aussi sans doute qu'il y a des frais qui sont associés, en fait, ce n'est pas gratuit. Donc, c'est des charges à peu près de 1 500 $ par session. Donc, pour faciliter l'accès aux études supérieures postsecondaires, en fait, le gouvernement du Québec a créé ce qu'on appelle le programme de prêt et bourse. Donc, un calcul qui se fait, qui tient en considération, entre autres, le salaire des parents, le salaire de l'étudiant. Puis, on prête de l'argent, en fait, à l'étudiant qui doit le rembourser finalement après ses études. Pour ce qui est des bourses, c'est de l'argent qu'on donne à l'étudiant pour son éducation. Puis parallèlement à ça, il y a aussi ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'éducation, qui est un organisme autonome qui est distinct du ministère de l'Éducation. Puis ce qu'il y a comme fonction, en fait, c'est de conseiller le ministre de l'Éducation sur des besoins, puis des adaptations à faire en fonction des besoins des citoyens sur le sujet de l'éducation. Donc, il doit au moins une fois aux 2 ans proposer un rapport au ministre de l'Éducation. Ce rapport-là est déposé à l'Assemblée nationale, puis on donne le compte justement des derniers changements ou des derniers besoins qui ont été mentionnés. Donc, on peut faire des recommandations, mentionner des avis. On peut aussi recevoir des requêtes dans le fond des citoyens de leurs questions, des organismes qui ont certains besoins particuliers, donc on en tient compte. Puis également, le Conseil supérieur de l'éducation peut faire des recherches, des études pour voir vraiment les besoins sont où de ce côté-là au Québec. Ah oui, alors, pour parler du rôle de l'État dans l'éducation, on va avoir les décrets et les lois. Je suis très brève là-dessus. Mais il y a ces points-là que je voulais soulever, c'est la liberté, la gratuité et l'obligation. À un certain moment, on parlait de liberté, puisqu'avant, les esclaves n'avaient pas accès, et c'était dans le marronnage que les esclaves s'instruisaient. Avec les décrets et les lois votés en 1801, donc l'éducation est devenue libre. La gratuité, déjà dans la Constitution de 1879, dans l'article 30, l'éducation est libre. L'instruction publique est gratuite à tous les niveaux, à tous les degrés, et l'instruction primaire est obligatoire et gratuite. Mais il arrive que certains points ne sont pas respectés et qu'on passe à côté de ça. Les constitutions de 1889, de 1918, parce qu'on a eu plusieurs constitutions, de 1932, ont repris les mêmes principes, liberté, gratuité, obligation, mais la Constitution de 1835 a mis une certaine restriction en ce qui a trait à la gratuité de l'enseignement supérieur. Actuellement, on peut dire que c'est l'État qui est le chef d'orchestre, mais il y a tellement d'écoles privées, que ce soit au niveau du primaire, secondaire et à l'université, il y a tellement d'écoles secondaires que l'État a tendance à perdre le contrôle. Ce sont les écoles privées qui fixent leur prix, ce qui fait que, vu la capacité d'accueil très réduite des écoles publiques, il y a certains enfants qui n'ont pas accès à l'école puisque les parents ne peuvent pas
payer l'éducation privée. Mais actuellement, il y a des subventions, il y a plusieurs programmes qui s'intéressent à ce cas particulier. Et dans chaque département, on a mis des écoles publiques afin que l'éducation, comme c'est dit dans la Constitution, l'éducation primaire soit obligatoire et gratuite. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il n'y a qu'une seule université d'État en Haïti, une seule université publique. Il y a plusieurs universités privées, mais il arrive que à l'extérieur, c'est plutôt la formation qu'on donne dans l'université d'État qui est plus reconnue, et dans certaines universités, mais qui sont très chères. Donc, les élèves, après l'école classique, soit ils participent au concours, parce que les programmes sont contingentés. Par exemple, s'il y a, pour une seule faculté, on peut avoir 3000, 2000 inscriptions, mais c'est 200. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'avais fini l'étude classique. On nous disait que c'est la crème de la crème. Donc, il y a une certaine inégalité dans l'accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a fait ses études dans une école secondaire publique, a très peu de chances d'arriver à entrer à l'université. Cela va dépendre si on considère que l'éducation dans les écoles privées est meilleure que... Oui, mais c'est quoi le contingentement là, pour entrer à l'université? Il n'y a pas vraiment un rapport entre si tu étais dans une école publique, tu auras l'accès à l'éducation publique, non? Il y a... mais c'est quoi le critère d'entrée? C'est un concours? Un concours, tu passes le concours. C'est ça, mais les écoles privées ont plus de chances, non, de faire passer leurs élèves que les écoles publiques, non? Cela va dépendre parce que dans certaines écoles privées, surtout les écoles qu'on organise, il y a... on trouve que l'éducation est améliorée, que l'éducation donne plus de chances aux élèves pour entrer à l'université. Mais il reste toujours les universités privées si les parents peuvent payer. Les parents peuvent payer. Donc c'est vraiment, vous voyez, vous avez bien vu la différence incroyable. Ben, c'est pour ça qu'on trouvait ça important de faire la nuance entre le Québec et Haïti. J'ai envie d'accorder une grande place à Haïti parce qu'on voit vraiment, on vit aussi généralement, là. Donc on le sait un peu implicitement, mais de voir justement quand on en parlait, la espèce de gros gap, si je peux dire comme ça, entre les deux. Oui, c'est en ça que moi je reviens à votre question, que je trouve ça pertinent quand vous demandez est-ce que, si je n'avais pas compris, est-ce que l'éducation doit être athée, j'avais des problèmes à comprendre. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas si j'ai compris, est-ce que vous demandez si la religion devait s'associer à l'éducation ou d'être, voilà, s'impliquer dans la religion. Quand vous prenez dans l'éducation, quand vous prenez, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Dans nos pays, par exemple, c'est pareil, hein, il y a la gratuité qui est décrétée chez moi depuis 2008, mais il y a des difficultés, l'État n'a pas de moyens. Bon, maintenant, est-ce que la religion peut s'impliquer? La religion a plus de moyens, malheureusement pas. Très souvent, l'Église catholique a des moyens illimités. Et quand vous prenez l'éducation secondaire, la plupart du temps, les écoles qui sont mises en place par ces confessions religieuses, l'Église catholique, l'Église protestante, ces écoles ont plus de moyens et donnent souvent une éducation meilleure pour un moindre coût. Bon, mais est-ce que finalement, est-ce que ça leur fait de la visibilité? Oui, forcément. Moi, j'ai fait une école catholique où on ne m'enseignait pas la religion à l'école, mais c'était une école catholique. Donc, l'Église avait de la visibilité à travers son institution, cette institution scolaire. Bon, maintenant, est-ce que nous, on a des difficultés par rapport à ça? C'est-à-dire, d'un côté, il y a la religion dont on veut se défaire parce que quand nous connaissons notre histoire, on sait que les colonisations et tout, ça a été favorisé par l'Église et tout ça. Mais d'un autre côté, ces églises-là nous apportent une éducation de qualité à moindre coût. Donc on est obligé, par exemple, si vous posez cette question dans mon pays, on vous dira non, on ne veut pas que l'Église parte, se dissocie de l'éducation parce qu'elle donne une éducation de qualité. Nous avons 2 universités publiques qui sont pleines où on donne une éducation, où les profs viennent dire ce qu'ils veulent et s'en vont. Mais nous avons une église, nous avons une université catholique qui aujourd'hui,
ils ont fait ça sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et le Togo a hérité du volet technologie de l'information. Donc quand vous voulez vous former très bien en technologie de l'information, c'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, branche Togo. Au Togo, c'est la seule institution qui donne une éducation de qualité dans ce secteur-là. On ne peut pas ne pas faire avec. Donc c'est un peu ça. Quand tu dis université à moindre coût, c'est que ces écoles privées, universités privées, il faut payer pour y aller. Oui, l'université privée, c'est qu'il faut payer pour aller. Eh bien, c'est ça l'enjeu. Oui, la différence dans les écoles religieuses, c'est que comparativement à ceux qui le font pour se faire de l'argent, le coût est moindre par rapport à quand on fait Par rapport à quoi? La qualité de l'éducation qu'on donne, le coût. Oui, dans les écoles secondaires catholiques, protestantes, ainsi de suite, oui. La qualité de l'éducation est meilleure à la qualité qu'on donne dans les écoles publiques, oui. Par exemple. Oui. Mais le coût est moindre. Enfin, par rapport à ce qu'ils donnent, le coût n'est pas. Mais ça reste payant toujours. Ben c'est ça oui. Le problème. Mais l'éducation est de bonne qualité. Ben oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'au Québec, par exemple, c'était exactement cette situation-là dans les années 40, 50, les années 30. C'était une excellente éducation donnée dans des institutions privées. Et la révolution tranquille 1960, ça a été de dire non, tout le monde peut avoir accès à l'école gratuitement. Et donc c'est l'État qui est responsable. C'est de ça que je parle. Est-ce que nos États sont en mesure de balayer tout ça et puis de mettre en place? Voilà, donc ça c'est la question, essentielle dans le fond, c'est les moyens de l'État et les choix des États d'investir ou pas dans un système d'éducation ou de laisser ça à des organismes privés qui font ça très bien, on est bien d'accord. Mais ça reste que, sur le plan du développement, qu'est-ce que ça reste? Ça continue à avoir cette fameuse coupure entre une minorité qui a accès à la meilleure éducation parce que les parents peuvent payer et les autres qui n'y ont pas accès. Donc sur le plan du développement à long terme, ça ne résout pas le problème, tu comprends? Oui, c'est ça. Nous disons plus ou moins la même chose, tout à madame. fait. C'est-à-dire... C'est le dilemme. Oui, vous avez... Oui, mais... Bon, ok. En 2008, par exemple, mon pays a décidé de rendre gratuite l'éducation. Il parle du primaire et du préscolaire. Le préscolaire et le primaire. Mais, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'au secondaire, ça ne suit pas. Donc la plupart, vous avez des 150 ou 200% d'accès au primaire et au préscolaire. Mais à partir du secondaire, puisque là-bas ce n'est plus gratuit. Donc tous ceux qui sont rentrés au primaire se retrouvent à la maison. Bon, maintenant, c'est ça, c'est un problème de moyens. On a envie de faire, mais on se rend compte qu'il y a des limites. Et bon, maintenant, il y a de l'éducation de qualité dans les écoles confessionnelles. À un coût beaucoup plus bas que cette même éducation de qualité dans le privé qui est beaucoup plus cher et inaccessible. Nous sommes obligés de payer quelque part que l'éducation, que les églises et le reste, les confessions religieuses restent encore un peu plus autant que possible, en tout cas pour le moment, avec nos systèmes éducatifs. C'est à peu près la même chose pour nous en Haïti. Les universités qui sont religieuses sont des références. On a l'université épiscopale d'Haïti, on a l'université adventiste de Tikini, ce sont des références. Mais c'est à côté de l'université d'État qui est une référence, qui est la principale référence en Haïti. Donc, Lily, avec les questions que ça a posées, ça revient un peu aussi à ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire, est-ce que l'État devrait-il supporter tous les frais liés à l'éducation, et ça même jusqu'à l'université? C'est presque 50-50 ici, là, donc, oui, voilà. Donc, est-ce que justement, j'aurais aimé ça d'avoir pris le temps de comparer ce que les gens du Québec et les gens d'Haïti avaient dit, mais malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une bonne dualité entre les deux à cette question-là. Est-ce qu'un accès inégal à l'éducation serait source de disparité sociale? Je pense que si la réponse est claire, ça a été oui. Est-ce que la présence d'inégalités dans une société laisse un espoir pour le vivre ensemble?
On a vu que, là, on voit ici que la réponse majoritaire a été non dans ce cas-là. Donc, c'est pas... Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu oui. Oui, quand même. Et est-ce que vous aviez un peu de... Non, vous n'avez pas de qualitatif pour ces questions de commentaires ou... Pas celle-là, non, mais ça va venir un peu plus tard. Ok. Oui. Ça aurait été intéressant de voir leurs arguments. Oui, en effet, c'est ça. Au début, on avait seulement demandé aux gens de répondre oui, non, ne s'applique pas, on ne préfère pas répondre. Finalement, on a décidé d'ouvrir certaines questions des commentaires ouverts et là, on a eu toutes sortes de réponses qu'on va vous montrer un peu plus tout à l'heure pour d'autres questions. Et finalement, est-ce que vous croyez qu'il y aurait un meilleur moyen pour les enseignants de revendiquer leurs conditions de travail que par la grève? En fait, on n'en parlera pas pendant notre oral, mais on parle beaucoup de la situation des étudiants et peu des enseignants, mais en ce moment, ce qui se passe avec la Fédération de l'enseignement, il y a beaucoup de grèves en ce moment, donc on s'est questionné à savoir si c'était le meilleur moyen. Donc apparemment, ça serait oui. Donc, alors là, vraiment, on aurait aimé avoir leurs arguments. Oui. Mais bon, désolé, ça viendra plus tard. Donc, l'enseignement actuel au Québec, je voulais surtout... en fait, ma partie va surtout traiter de la réforme scolaire qui a été appelée le renouveau pédagogique. Donc, les informations que j'ai trouvées ici, c'était justement par un document du ministère de l'Éducation. Et c'est peut-être une déformation de formation, mais en tant que quelqu'un qui a une formation en linguistique, j'ai surtout regardé les définitions. Il y a des mots qui m'ont frappé que je trouve qui sont un peu inacceptables en ce qui a trait à l'éducation. Donc, c'est dans ce que je voulais vous parler, parce que selon eux, la mission de l'école serait d'instruire, socialiser et qualifier. Je ne sais pas pour vous, mais qualifier, c'est un sens assez large. Ça ne dit pas exactement pourquoi. Ce qui va en venir aussi à la question de recherche qu'on n'avait pas dit au départ, qu'on avait gardé de notre conclusion, mais à savoir, est-ce que le système d'éducation veut former des futurs employés ou des gens capables de raisonner. Donc, le régime scolaire, c'est 3 cycles au primaire et 2 cycles au secondaire. Les matières obligatoires de la première année du primaire jusqu'à la fin du secondaire, c'est la langue d'enseignement et la langue seconde. Les mathématiques, les arts, l'éducation physique et à la santé et le nouveau cours, le fameux cours d'éthique et culture religieuse. De la 3e année du primaire jusqu'à la 4e année du secondaire, il y a les cours de sciences et de technologie et histoire et éducation à la citoyenneté. Et de la 3e année du primaire jusqu'à la 2e année du secondaire, nous avons un cours de géographie. Donc, je me suis aussi intéressée par comment était qualifiée l'évaluation, parce qu'on sait aussi en tant qu'étudiant à l'université, mais c'est comme ça pendant toute notre éducation, que l'évaluation prend une grande place, en fait, dans beaucoup de domaines. Donc, selon eux, l'évaluation, c'est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. Personnellement, le côté administratif m'a un peu tiqué. Je pense qu'on s'en sort pas. L'éducation, ça a été bâti par l'État, donc veut pas, c'est de façon administrative qu'on est géré. Puis, je voulais voir aussi comment ils considéraient justement d'évaluer les compétences et qu'est-ce qu'était la compétence. Ce serait la capacité à réaliser des activités ou des tâches en utilisant des ressources variées, connaissances, habiletés, stratégies, techniques, attitudes et perceptions. Selon eux, il y aurait 3 valeurs de l'évaluation, soit la justice, l'égalité et l'équité. C'est surtout l'égalité qui m'a accroché, c'est-à-dire que tous les élèves ont des chances égales de démontrer les apprentissages qu'ils ont réalisés. Je vais parler pour moi, mais peut-être que vous avez des expériences aussi par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est pas totalement vrai par rapport à l'évaluation, mais bon, c'est quelque chose qui m'a frappée. Je vais passer là-dessus. Donc, pour terminer sur l'évaluation, les caractéristiques, ce serait évaluer pour mieux apprendre, évaluer pour intervenir, et ce serait un excellent moyen pour amener les élèves à la réussite. Et le jugement de l'enseignant, ça serait un acte professionnel de première importance. Et il y aurait une obligation de se conformer au programme prescrit par le ministère de l'Éducation, qui serait une condition essentielle pour assurer la cohérence de l'évaluation. Il y a eu plusieurs réformes scolaires au Québec depuis 1992, on en compte 7, ce qui est un nombre à somme toute assez élevé. La dernière réforme qui est arrivée, c'était la réforme de 2005.
Le but était de transformer l'école secondaire faisant appel au développement des compétences disciplinaires et transversales des élèves. Le grand but de cette réforme-là, c'était de passer de l'accès à l'éducation du plus grand nombre d'élèves au succès du plus grand nombre, puis de préparer les élèves aux réalités du 21e siècle. Et les groupes qui étaient le plus visés par cette réforme-là, c'était les garçons et les élèves en difficulté. Leur 7 lignes d'action, c'était intervenir de la petite enfance, enseigner les matières essentielles que je vous ai dites il y a quelques minutes, donner plus d'autonomie à l'école, soutenir l'école montréalaise, intensifier la réforme de la formation professionnelle et technique, consolider et rationaliser l'enseignement supérieur et donner un meilleur accès à la formation continue. Il y a eu une étude justement sur cette dernière réforme-là, qui a été des groupes d'études de 2007 à 2013, sur 3724 jeunes et 3913 parents, qui étaient 3 cohortes distinctes. Ils ont comparé 2 cohortes qui ont vécu la réforme et une cohorte qui n'a pas vécu la réforme. Et c'était une étude menée par des chercheurs de l'Université Laval. En fait, selon nos lectures, il y a très peu de bonnes conséquences à cette réforme-là. C'est surtout des ratés. Il y aurait eu une faible incidence sur les élèves performants. Les élèves dits plus vulnérables, soit les garçons et les jeunes en milieu défavorisé, il y aurait eu un net recul par rapport à leur situation qui était déjà là au préalable. Puis le taux de diplomation est à la baisse, donc on se rappelle qu'ils voulaient le succès du plus grand nombre, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc il y aurait un garçon sur 8 en 2008 qui n'aurait pas obtenu son diplôme d'école secondaire, puis 2 filles sur 3 qui auraient réussi à obtenir leur diplôme dans le temps requis. Voilà. OK. Alors, pour parler de la pédagogie actuelle en Haïti, je n'ai pas pu vraiment me documenter sur les modes d'évaluation ou sur le rapport à l'obéissance, mais bien que j'ai discuté avec quelques personnes, il est possible qu'à l'avenir, dans le travail, j'intègre cette partie, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. J'ai seulement décidé de parler de la réforme Bernard en 1979 et du plan national de l'éducation et de la formation, et ceci de façon succincte. La réforme de Bernard est définie par Laïnec Eubon, qui est directeur de recherche au CNRS, comme une tentative, soit la plus audacieuse entreprise pour une sortie de leur pays. Elle posait en effet une stratégie qui visait à contrer l'élitisme qui caractérisait jusqu'ici le système social. Elle introduisait le créole, la langue maternelle, par tous les Haïtiens sans distinction, à l'intérieur de l'école en vue de diminuer l'échec scolaire et rendre plus aisé l'apprentissage des connaissances. Vu que les mesures qui avaient été prises au départ, après la révolution de 1840, n'étaient pas tout à fait prises en compte, soit à cause des guerres civiles, soit à cause des conséquences de l'occupation américaine, soit pour des raisons politiques. On a invité des directeurs d'école, ou du moins on a favorisé le débat public pour que l'on puisse discuter sur le système éducatif en Haïti. Les objectifs de cette réforme étaient d'évaluer l'ancien système parce qu'on jugeait que les programmes étaient inadaptés, de procéder à l'éradication de l'analphabétisme parce que encore, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes analphabètes en Haïti, de généraliser l'instruction parce qu'avant, c'était une éducation élitiste, tout le monde n'avait pas l'accès égal à l'éducation, de moderniser l'enseignement parce que Haïti devait faire face à la mondialisation, d'introduire dans les classes du primaire et dans les 3 premières classes du secondaire le créole qui est parlé par tous les Haïtiens parce qu'on pensait que c'était plus facile de transmettre la connaissance dans notre langue maternelle. Donc, sous le gouvernement de Bernard, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, il a proposé cette réforme-là. Plus tard, en 1993,
il y avait un projet, c'était le plan national de l'éducation et de la formation, qui était comme une continuité à la réforme Bernard. L'État devait maintenant prendre ses responsabilités en ce qui a trait à la régulation et au contrôle du programme d'éducation scolaire de base, qui doit finir par toucher tous les Haïtiens indistinctement. C'est pour cela que le créole est repris en compte et l'éducation civique est devenue essentielle et déterminante pour la démocratie en Haïti. Selon Louis-Auguste Join, les moyens politiques et économiques dont dispose l'État ne sont pas à la hauteur des objectifs éducatifs définis. La réforme éducative proposée ne correspond pas à un projet de société défini et partagé par tous les Haïtiens. Donc c'est pour cela qu'on a favorisé des débats publics afin que tout le monde puisse donner leur avis sur des solutions à apporter. Les directeurs ont participé à des rencontres. C'est pour cela que ce plan-là avait des axes d'intervention comme le renforcement de la qualité de l'éducation. On avait construit de nouvelles écoles publiques, la formation des enseignants parce qu'on jugeait que les enseignants ne donnaient pas une formation de qualité. L'expansion de l'offre scolaire et l'accroissement de l'efficacité externe de la formation. En gros, c'est tout ça qu'on a pour les deux réformes. Le plan national de l'éducation et de la formation, c'est comme un écho à la réforme Bernard et aujourd'hui encore, bien qu'on ne respecte pas tous les points, mais il y a un effort qui se fait continuellement pour qu'on arrive à faire de cette réforme la solution au problème de l'éducation en Haïti. Et, excuse-moi, est-ce que le créole est enseigné dans les écoles publiques, mais dans les écoles privées? Alors, dans la Constitution de 1987, le créole est retenu comme langue officielle. À l'école aussi, avec la réforme Bernard, on a commencé avec le créole, à introduire le créole. Mais avec les écoles qu'on organise, les écoles privées qui normalement fonctionnent comme bon leur semble, on a tendance à avoir une cohabitation des deux langues dans l'éducation. Et ça crée aussi... parce que c'est fondamental, je veux dire, les gens du Québec, là... enfin, j'imagine quand même que vous vous en rendez compte, mais les enfants, quand ils vont à l'école primaire, tout de suite, ils sont dans une autre langue. Ils doivent apprendre à lire. Je pense qu'en Algérie aussi, où les enfants parlent français peut-être plus à la petite enfance, à la maison. Ils parlent arabe. Et l'école est en arabe, l'école primaire. Il y a eu cette réforme-là. Oui. L'école primaire a toujours été en arabe. Ok. Et secondaire? Secondaire en arabe. Même au lycée, c'est en arabe. Même à l'université, il y a quelques moments qui sont en arabe. Alors, d'autres sont en français. Donc, les sciences exactes sont en français. Toutes les autres sciences sont en arabe. Mais au Togo, c'est pareil, les enfants apprennent le français en entrant à l'école. Oui, c'est à l'école qu'on découvre le français. Moi, je l'ai découvert je parlais ma langue africaine à la maison, et puis à l'école, tout de suite, j'ai découvert le français. Ça ne m'a pas posé de problème. Je suis sûr que ça doit poser de problème à beaucoup de personnes, en principe. Mais on a essayé. Il y a des études qui ont été menées qui ont démontré qu'au début de l'enseignement de l'éducation, quand l'enfant apprend dans sa langue d'abord et après on le bascule dans une autre langue, ça va beaucoup plus vite, que c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est dû aussi, ça ramène au problème économique, toujours. On veut bien. Pour mon pays, je sais que ça va être difficile. Il y a 42 ethnies, 42 langues. Bon, est-ce qu'il faut... comment faire pour que dans les écoles, on enseigne en 42 là, vous avez en face de vous peut-être une cinquantaine d'enfants qui parlent 42 langues différentes. Ça ne va pas être évident. C'est fou. Au Sénégal aussi, le français, vous l'apprenez au primaire. L'école primaire, c'est en français. C'est à l'école qu'on est en contact avec les Français. Est-ce qu'il y a des écoles en Wolof quand même, ou dans les langues principales? Je n'en connais pas. Non, c'est vraiment le français. Oui. Et
Toi, tu es d'accord aussi? Tu connais pas d'école primaire qui enseigne le Wolof ou le Pulaar ou... Tout est en français? Bon, ils essayent d'introduire ça, mais bon, ça ne marche pas. Ça marche. En fait, l'éducation formelle C'est vraiment... contestée par les Daras, l'éducation formelle. Ça, c'est en français. Ah oui, il y a l'éducation coranique en plus, oui. Tout ça pour dire que c'est un autre obstacle. Et cette question de la langue, enfin je veux dire d'apprendre dans une langue autre que la nôtre, il faut penser que tous les pays d'Afrique francophone vivent cette situation. Et surtout que les deux langues n'ont pas le même statut. Donc quelqu'un qui parle mieux français a un statut dans une autre catégorie. Et puis pour l'université, il faut bien maîtriser le français pour pouvoir... Maîtriser le français pour faire les exposés au travail. Pourtant, à l'école, c'est plutôt l'écrit qu'on a développé. On est plus écrit, on écrit mieux qu'on parle. Donc là, c'est... Et surtout que les documents sont en français. Même quand on avait proposé d'utiliser le créole, les documents étaient toujours en français. C'est un peu comme pour les Autochtones au Québec. Maintenant, aux écoles primaires, ils apprennent leur langue maternelle autochtone le matin, puis l'après-midi, les cours sont en français ou en anglais, selon la langue de la communauté ou de la nation autochtone. C'est déjà un avantage parce qu'on les intégrait complètement dans le système, soit en francophone ou anglophone. Et en même temps, si l'idée de séparer les langues, parce qu'on est vraiment dans le vivre ensemble, mettons dans un pays où il y a 42 langues, tu ne pourrais pas avoir... Si tu as une école par langue, ben, chacun va... En même temps, tu rencontres plusieurs langues, tu développes ta connaissance des autres... et le sentiment d'appartenance au pays, etc. Donc l'école, comme vraiment... c'est des paradoxes tellement compliqués. C'est une langue nationale pendant. Oui, nous en avons deux. Oui, sur les 42, il y a deux qui ont été imposées comme langue nationale. Mais bon, est-ce que c'est toujours... C'est la même chose, on revient à la case départ. Les médias sont dans ces langues nationales-là ou ça dépend. Il y a des médias plus locaux. Mais quand les médias nationaux qui couvrent l'ensemble du territoire national, parfois on essaie de faire dans les principales langues, mais les deux sont les deux langues nationales, donc une au nord et une autre au sud du pays, sont les deux langues qui sont privilégiées sur les médias publics. Donc maintenant, il y a des médias locaux. Donc vous prenez un village donc, qui a sa radio communautaire, ainsi de suite. Donc ce média-là essaie de faire ses émissions dans les langues qui sont parlées dans le village, quoi. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, en Haïti, c'est ça, quand on écoute la radio, en tout cas, il y a beaucoup quand même de mélange aussi, hein, avec où il passe du créole au français, une phrase comme ça. Et à l'école aussi, on a un rapport avec le français qui est un tout petit peu particulier. Parce que quand l'enfant doit s'exprimer en français, et il y a des sanctions si l'enfant ne le fait pas. Donc c'est comme il y a toute une violence qui est attachée à la langue, mais cela n'empêche que tous les Haïtiens aiment ça. À l'école, on utilise encore le français, c'est maintenu, c'est en français qu'on fait l'éducation, bien qu'il y ait des difficultés dans l'enseignement du français, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille beaucoup plus sur là, c'est plus l'écrit, c'est tout récemment qu'on a vraiment intégré des cours de français oral, on encourage la production orale, tout ça. Je ne sais pas si les Québécois, ça vous intéresse, mais c'est des questions fondamentales. J'espère que ça vous intéresse, tout ça. Même si c'est loin. Je vais en parler un peu plus tard aussi rapidement de la langue d'enseignement au Québec. Mais... Dis-nous une phrase en créole, là. Explique la réforme Bernard en créole. Ok, cette classe? Non, mais juste rapidement, qu'on entende dans cette classe, qu'on entende du créole. Ok, c'est plus facile pour moi. Alors, réforme Bernard, il y a beaucoup de mots, c'est un mélange de français et d'autres langues. Réforme Bernard, la réforme de Bernard, a voulu introduire le créole dans l'éducation. Il y a des entrées créoles dans l'éducation, il y a une façon pour permettre que plus
élèves comprennent et ont un bon rapport avec connaissance, parce que dans la langue maternelle, c'est le plus facile pour comprendre, le plus facile pour intégrer une série de connaissances. Ben, merci. Ça te fait bizarre, mais c'est ça. Tu associes tellement les études, le travail au français, que tu trouves ça bizarre de parler créole alors que tu fais un exposé à l'université. Oui, mais il arrive souvent que les Haïtiens, certaines fois, les Haïtiens sont plus capables de réfléchir en français, en créole, et ensuite d'écrire en français, ce qui fait... certaines fois aussi, quand ils s'expriment, il y a des interférences, il y a créole, et vous aussi, Mariatou, est-ce que quand vous réfléchissez dans votre langue et vous écrivez en français ensuite, ou vous réfléchissez en français? Je réfléchis en français. Tu réfléchis en français? Et Jean-Baptiste? Franchement, je ne sais pas. Tu sais pas? Et Aruna? Tu réfléchis en français ou bien... En fait, la question, c'est... Je ne pense pas qu'elle se pose à un Sénégalais. En fait, on a un peu inculqué cette culture de l'universel, c'est-à-dire voilà, qu'il faut aller vers lycée, les cultures en amenant ce que nous avons avec nous. C'est le pays de symboles aussi. Ce qui fait qu'on forme beaucoup plus d'hommes de lettres qu'autre chose. Donc c'est le français. On a été de petits français sous une format. Oui, Danaï? Ben, je pense qu'ils vont réfléchir de la langue qu'ils vont parler. Parce que, mettons, moi, mon copain, il est arabe, puis il est tunisien, puis quand il parle avec ses amis, il ne va pas réfléchir en français, puis parler en... Non, mais je parle en contexte universitaire, là. En contexte universitaire. Ben, je pense que c'est français parce que la langue qu'on utilise dans le contexte universitaire, c'est français, fait que c'est plus facile que traduire. Non, mais pas en Haïti. En Haïti, ils réfléchissent en créole. D'ailleurs, le créole, c'est quand on enseigne, tout d'un coup, ils se mettent à parler créole. Quand on discute vraiment, c'est vraiment... C'est en créole, oui. Tu voulais dire, Valérie? Dans le fond, là, le créole, est-ce qu'il y a différentes variations? Parce que quand j'allais à la Nouvelle-Orléans, j'ai l'impression que le créole n'était pas pareil comme, par exemple, des Haïtiens. Il y a le créole un peu partout, à Martinique, d'autres pays de la Caraïbe pour le créole. Ça peut tirer comme plus de l'anglais, puis d'autres... Cela va dépendre parce que nous autres, nous avons été colonisés par les Français, donc on a plus de mots qui sont rattachés au français. En fait, le créole, c'est pas une langue en tant que telle. Le créole, c'est un mot qui veut dire une langue qui est amalgamée de plein d'autres langues. Donc, ici, c'est le créole haïtien, mais il y a des créoles africains qui existent. Il y a des créoles partout, en fait. Le créole, en tant que tel, c'est pas une langue au même titre que le français ou l'anglais. C'est un mélange de... Attention, ça, c'est du point de vue linguistique. Oui, non, du point de vue linguistique. Mais en Haïti, c'est la langue. C'est la langue nationale. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Du point de vue linguistique. En fait, on va revenir un petit peu sur la langue tout à l'heure, mais on se questionnait par rapport au rapport à l'obéissance. C'était un des thèmes suggérés dans le long livre sur l'éducation. Puis, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était l'obéissance. Donc, selon le petit Robert, c'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. On dit qu'un enfant qui obéit à ses parents, c'est qu'il l'écoute. Et obéir à un maître, c'est se mettre aux ordres d'un maître, donc s'inféoder. Et je pense qu'on est bien placé dans le questionnaire. Ouais. Je vais juste... je vais peut-être passer cette question. Ah non, on n'est pas là. Je m'excuse. Une des questions qu'on avait posées dans le questionnaire, c'était comment en 2015 est construit l'obéissance entre un professeur et un étudiant. Là, c'était une réponse ouverte, donc il n'y avait pas de oui ou de non. Ce que j'ai décidé de faire en analysant les réponses, c'était quand même long d'analyser 90 réponses. Je me suis dit que je pourrais faire un nuage de mots, essayer de voir ce qui ressortait le plus dans les réponses. Puis, évidemment, je les ai lues aussi, là, mais ce qui sortait vraiment le plus, c'était qu'au lieu de parler d'obéissance, on parlait de notion de respect entre l'élève et le professeur. Puis, en fait, je trouve que c'est une grande question ouverte, puis je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu
penser que ce soit, j'imagine que ça peut être différent aussi selon le niveau, qu'on parle primaire, secondaire ou université, mais est-ce qu'on peut parler d'obéissance entre un étudiant et un professeur? Oh là là, s'ils n'ont rien à dire, c'est vraiment grave. Oui, Stéphanie? Oui. En fait, plus tu vas à un niveau jeune, j'ai l'impression que plus le concept d'obéissance est là, probablement par la grande différence d'âge aussi. Là. Je veux dire, quand tu as 7 ans, tu n'as peut-être pas le même réflexe, tu n'es peut-être pas aussi calme, puis mettons qu'aller jouer avec des grandes couleurs t'intéresse beaucoup plus que de... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait qu'il y a l'idée d'obéissance, mais je pense que le respect est un mot qui sort parce que peu importe le niveau, que ce soit que tu aies 7 ans, 17, 27, 37, 47, je veux dire, le respect, c'est la base. Puis tu sais, obéissance, parce que ça dépend, tu sais, c'est très connoté, là, c'est pas, tu sais, obéissance passive, obéissance active, on s'entend, là. Puis par obéissance, ce que je veux dire, c'est plus, comme tu disais, le principe d'écoute, tu sais. Puis c'est sûr que quand tu es un tout jeune enfant, en effet, il y a plus de règles qu'il faut que tu respectes, tu apprends ces règles-là aussi dans l'apprentissage. Ça n'empêche pas la participation quand c'est le moment, mais c'est sûr que quand tu es tout jeune, si tu n'apprends pas ces règles-là, si tu n'as pas ce respect, parce que ça s'apprend le respect, on s'entend, puis ça fait aussi partie un peu de l'obéissance scolaire, de respecter tes collègues autant que ton professeur, tu sais. Fait que oui, en effet, le respect c'est fondamental, puis l'obéissance c'est une forme d'obéissance, en quelque sorte. C'est ce que j'allais dire, c'est que dans l'éducation au primaire, l'obéissance est obligatoire. Il y a même des sanctions pour forcer l'enfant à obéir. Certes, ça marche avec l'obéissance, mais on ne peut pas vraiment séparer obéissance et respect. Mais au niveau secondaire, il y a plus une négociation. On peut arriver dans une classe de secondaire et puis on se dit, voilà, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sanction? Si on ne fait pas ça, il y a une négociation avec les élèves. Au niveau supérieur, on est des adultes, c'est plus le respect, on a des droits, on a des limites à respecter, à ne pas franchir. Donc la notion d'obéissance n'est pas tout à fait... Sauf que vous êtes pas mal tous complètement traumatisés par les points, la perte de points en cas de remise de retard. Hein. Moi, j'en reviens pas. Attends, il y avait 2 personnes, puis vas-y. Mais en tout cas, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais j'ai été au secondaire, au privé, puis au public après, puis j'ai l'impression qu'au public, comme le terme d'obéissance est beaucoup plus présent. Juste, j'allais à Saint-Jean-Garnier, je ne sais pas si c'est des gens qui sont allés, mais juste un peu comme ici, les professeurs sont surélevés avec leurs 3 petites marches en haut, puis c'est vraiment le vouvoiement, puis si t'es tutoie, beaucoup de fois les professeurs nous ont dit c'est pas tu, c'est vous, je suis pas votre ami. Puis tu sais, puis quand je suis arrivée au public, oui, on me voyait encore, mais il me semble que le niveau d'obéissance puis de respect, il est là, mais c'est plus, je sais pas, c'est plus de vivre ensemble, c'est plus... Je sais pas, c'est différent, mais au privé, c'était beaucoup plus... le rapport hiérarchique était plus marqué. Fort, oui, Danae? Dernièrement, je suis allée faire des kiosques pour promouvoir la formation professionnelle dans les écoles, puis c'est vraiment différent d'une école à l'autre, c'est des écoles secondaires, puis c'est comme, je pense, puis c'était pas des écoles, c'était toutes des écoles de la commission scolaire de la capitale, fait que c'était pas des écoles privées, puis même là, ça dépendait peut-être des milieux ou de comment l'école, c'était quoi la ligne directrice de l'école, mais par exemple, dans une classe, il y a des personnes qui peuvent se lever, puis le prof va dire qu'est-ce que tu fais, il dit je m'en vais aux toilettes. Mais tu sais, dans mon école secondaire, c'était pas partout de même, puis il y a personne qui pensait à se lever sans demander la permission, ou c'était pas une... Donc il y a des cultures locales dans les écoles aussi qui, dans le fond, déclinent tout ça de façon différente. Oui, je veux juste dire que souvent la notion, surtout au primaire, la notion d'obéissance est associée à punition. Si tu n'obéis pas, tu répètes 3 fois le devoir, tu t'en vas debout dans le coin. Et c'est la même dans ma génération, dans le primaire, il y avait des coups de règle, des coups de fessées de la part du professeur et de l'enseignant. Si tu n'obéissais pas ou tu n'étais pas un élève performant. Pour avoir été enseignant,
Au secondaire, c'était pas la même chose, enseigner une classe à des élèves qui étaient super forts, super motivés, que des garçons en menuiserie qui ne voulaient rien savoir de l'école, qui voulaient juste finir un diplôme pour aller travailler. Donc, c'est ça, il y a vraiment... L'école, c'est un univers, hein, oui, avec plein de planètes. Classe, là, à tel point que je ne savais pas quelle classe prendre quand je faisais de la suppléance. C'est très trop difficile. Mais par rapport à public-privé aussi, comme moi, j'étais allée dans une école privée, juste de filles, puis il y avait encore des sœurs qui enseignaient, là, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais il en restait quelques-unes. C'était ça, tu sais, il fallait vraiment qu'on respecte des règles. Tu sais, par exemple, on avait des boucles d'oreilles un petit peu plus longues, ben, ils nous les enlevaient, puis ils nous les redonnaient jamais, plein de trucs comme ça. C'était vraiment sévère, ouais, genre, le prof, il rentrait, puis tout le monde arrêtait de parler, puis c'était vraiment la cohésion. Mais je trouve qu'ils peuvent se permettre ça parce que nous, c'était, tu sais, dès que tu étais un peu turbulent, ben, ils pouvaient te mettre à la porte, puis là, tu te retrouvais dans les écoles publiques, tandis qu'au public, ben, ils peuvent pas vraiment te mettre dehors de l'école publique, fait que j'imagine qu'ils en permettent un peu plus. Mais malgré que c'était comme ça, je trouve quand même que on a eu une vraiment bonne formation, puis j'en étais reconnaissante à la fin quand même. Ah oui, beaucoup de gens aiment être bien encadrés. Il y a des dichotomies aussi entre le public et le privé. On pense que le public, c'est des écoles qui ramassent tout, mais on sait qu'au privé, oui, ils ramassent une certaine élite, mais ils ne prennent pas de personnes handicapées, de personnes faibles. Mais autant de drogue dans l'école privée que dans l'école publique. C'est j'ai des amis qui... Puis l'autre chose, ils sont plus équipés en technologie. En technologie, les écoles publiques n'ont pas l'argent à acheter des iPads de Apple, ils ont plus d'argent, tandis que dans les écoles publiques... Mais là, on était plus sur l'obéissance. Oui, l'obéissance. Non, mais ça fait partie de ça. Je trouve ça que cette question se pose si bizarrement. La première fois que je suis entré dans une salle ici à l'université, j'étais frappé par voir quelqu'un manger ou s'asseoir d'une certaine façon. Un cours magistral à l'université de Dakar, mon professeur de deuxième année, il a arrêté un cours devant 2000 étudiants pour un seul étudiant qui portait un képi et qui refusait de l'enlever. C'est quoi? Une casquette? Une casquette. Un cours magistral devant 2000 étudiants, un professeur l'arrête pour ça. Alors tu trouves ça ahurissant ici? Voilà. Alors je pensais à manger ou s'asseoir d'une certaine façon. Moi j'étais renvoyé juste pour de petites remarques que je faisais au prof. Par exemple, j'avais un professeur, c'était un terminal, qui disait à chaque fois on reviendra sur ces considérations. On était à quelques semaines des examens, je lui dis, bah, monsieur, on doit revenir sur tellement de considérations. Et ce fut l'objet d'une dispute. Ça, c'était méchant quand même. Non, en fait, c'était une remarque, juste façon de plaisanter. Et je disais après, en soutenant mon master en communication, je disais que je suis un rescapé de l'éducation parce que j'ai toujours refusé de me conformer à certaines règles. Donc, je ne vois pas ici où les gens peuvent voir... percevoir un brin d'obéissance. C'est tellement libre à l'université de Laval, en tout cas. Moi, par exemple, je n'aurais pas dispensé un cours dans une telle ambiance. Là-bas, tu te lèves à un certain moment où le professeur explique. Ce qu'il va vous dire, c'est que la prochaine fois que vous sortez, vous restez dehors. Donc, c'est un autre univers. Voilà. Et au Vietnam, c'est comment? Encore une autre réalité. Moi-même, par exemple, j'ai toujours fait mes études au Vietnam, à Hanoï, primaire, secondaire, lycée et l'université. À 25 ans, je suis arrivé en France, pour la première fois de ma vie, faire mes études. Et le choc total, c'était ça. Pas les connaissances, pas les trucs, mais j'ai pas réalisé que j'avais le droit de m'exprimer. En fait, on me disait ça, mais entre ça et appliquer, il y avait un long chemin à faire, parce que chez nous, l'obéissance, c'est quelque chose de naturel. Ça va dans l'esprit général, la culture et tout. Et le fait de poser des questions qu'on ne s'est pas souhaité ou pendant un cours comme ça dérange énormément. Et donc tu te classes naturellement dans la catégorie des rebelles, juste avec ça, quoi. Si tu poses des questions dérangeantes, normalement on est là, dans un cours comme ça, pour écouter. Le modèle de la cruche vide qui se remplit.
Jean-Baptiste, j'imagine que tu vas nous dire un peu les mêmes... Oui, c'est pareil. C'est la même expérience. C'est pareil. Étais-tu un rebelle comme Aruna? Non. J'avais une éducation assez vigoureuse à la maison, donc j'étais redressé. On m'a redressé avant que je n'arrive à l'école. J'ai eu les mêmes problèmes ici à la session d'automne passée. J'ai commencé, c'était ma première session, et c'est dans un cours, je ne cessais de dire quand je vais poser une question, s'il vous plaît madame, et j'étais surpris qu'à un moment la prof me dise arrête de m'appeler madame, appelle-moi par mon prénom. Et j'ai eu du mal, jusqu'alors j'ai toujours du mal à l'intégrer dans mon... C'est vraiment différent. Parce que quand même à l'Université d'État d'Haïti, c'était différent parce qu'à la faculté des sciences humaines, on pouvait discuter, on pouvait parler, on encourageait les discussions. Mais j'ai eu un choc avant de venir ici. J'ai fait ma première année en droit. J'ai eu comme un choc parce que quand j'ai voulu poser des questions, on m'a dit que je ne pouvais pas poser de questions. Ce jour-là, j'ai laissé la salle parce que j'avais déjà eu une expérience à l'université, c'était pas la même chose. Okay. Cela va dépendre de la discipline de la aussi, faculté. Oui. Et puis j'ai eu comme un choc avec la couche remplie, la couche vide. Il y a un professeur qui nous dit, mais j'aime mes mots, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc il faut me répéter. Donc il donnait un petit livre, c'est comme, c'était Histoire du droit. Une histoire, on peut raconter ça à sa manière, on peut faire d'autres recherches, mais il fallait réciter exactement ce que lui, il avait écrit dans ce document. C'était comme la Bible, on appelait ça la Bible. Et quand il y a examen, tout le monde est là, on étudie, sauf que moi je ne pouvais pas vraiment. Mais c'est ça, le professeur... Pour ressortir par cœur... Je ne peux pas. C'est ça, tu peux pas. Je ne peux pas. Mais il y a certains professeurs qui exigent ça, dépendamment de la discipline. Ben, c'est ça par rapport à ce que tu disais. Là. Moi, je viens justement de bac en droit, puis personne ne posait jamais de questions. Puis si jamais tu lèves ta main, c'est presque pour dire que tu as compris ou montrer que tu connais. On dirait que les gens ils posaient des questions des fois pour, je sais pas, c'était même pas des vraies questions, c'était pas des questions. Puis quand je suis arrivée ici, j'avais la misère à m'exprimer parce que je m'exprimais beaucoup au secondaire, au cégep, etc. Mais là, j'ai eu comme 4 ans, genre vraiment que c'était plus dans cette logique-là du tout. Fait que c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup des facultés puis de la façon de voir l'éducation. Mais aussi premier, deuxième cycle. Ouais, peut-être. Parce que nous, au bac, on a beaucoup de monde, puis le monde ne parle pas tant que ça. Mais c'est fascinant de voir les enfants. Quand j'accompagne des sorties scolaires avec des petits, là, moi j'en ai encore au primaire, là, et quelqu'un qui dit « Avez-vous des questions ?» Toutes les mains se lèvent, ils ont plein de questions tout le temps. Puis on dirait que plus ça monte, moins ils ont de questions. Mais au bac, il y a dans certains... J'ai fait le bac en com aussi, puis dans certains cours, on peut s'exprimer, il y a place à débat, tout ça, puis j'ai remarqué qu'il y a comme une espèce d'autorégulation dans la classe de pression des pairs. Puis quand tu fais une intervention, c'est comme si tu sens soit que tu rallonges le cours, ou soit que tu dis un truc, comme pas rapport, puis que les autres veulent pas entendre ton opinion, puis que c'est comme si les autres n'étaient pas intéressés. Il y a comme une espèce de pression sociale un peu malsaine. J'ai trouvé de mon propre expérience qu'il faut comme pas parler, ou faut pas trop... qui est vraiment différente à la maîtrise. J'ai tellement hâte de finir le cours. J'ai hâte de finir le cours, fait que quand on parle, c'est plus long. Ouais. Ça énerve. En tout cas, c'est absolument fascinant, mais est-ce que vous voyez le lien avec les questions de citoyenneté, le genre de citoyen qu'ensuite on peut devenir? Aruna le rebelle. Ben oui, okay. Ben, pour terminer justement là-dessus, selon vous, est-ce qu'il y a toujours lieu de parler d'obéissance entre les élèves et l'enseignant? Tout de même, il y a une bonne proportion de non, mais le oui est tout de même assez présent, donc voilà. Donc, la culture dans l'éducation. Justement, pour revenir un peu à ce qu'on avait déjà parlé, la langue d'enseignement au Québec. Donc, au Québec, il y a un réseau scolaire francophone et un réseau scolaire anglophone. Depuis 1977, les étudiants doivent fréquenter l'école francophone. Il y a 2 conditions pour que les élèves puissent fréquenter l'élève anglophone, soit les enfants dont un des parents a fait la majorité de ses études primaires en anglais au Canada, et les enfants dont un des parents est citoyen canadien et qui font ou ont fait la majeure partie de leurs études primaires ou secondaires en anglais, de même que leurs frères ou leurs sœurs.
Et ça ne s'applique pas à l'enseignement postsecondaire ni aux écoles qui ne sont pas subventionnées. Donc, bref, on doit aller à l'école en français au Québec selon, à part deux pas d'objection, mais c'est ça, critères. Exception. Oui. Pour parler aussi du multiculturalisme au Québec, je voulais surtout parler du cours que Cassandra a parlé tout à l'heure. C'était le cours d'éthique et culture religieuse. Sur le site du ministère de l'Éducation, on dit que c'est un cours qui a été mis pour vivre ensemble dans le Québec d'aujourd'hui. Donc, qui remplaçait les cours d'enseignement moral et religieux catholiques et protestants. Donc, apparemment, ce que le cours permet, ce serait d'acquérir ou consolider, le cas échéant, la notion selon laquelle toutes les personnes sont égales sur le plan des droits et de la dignité. Ça sert aussi à apprendre à réfléchir de façon responsable et explorer selon l'âge différentes manifestations du patrimoine religieux québécois présentes dans son environnement immédiat ou éloigné, connaître des éléments de d'autres traditions présentes au Québec, puis s'épanouir dans une société où se côtoient plusieurs valeurs et croyances. Donc, ce que c'est le multiculturalisme, ça serait... On en a quand même beaucoup parlé dans le cours sur la religion, là. En tout cas, tu peux aller un peu vite, là. Oui, ça va prendre maximum 1 minute et demie. Donc, j'avais juste trouvé un article avec une professeure du département des sciences de l'éducation de l'Université Concordia qui disait que, justement, ce cours-là, ça servait au renforcement des stéréotypes et que le cadre libéral et multiculturaliste est une version dépolitisée qui tend à préserver davantage les inégalités qu'à les détruire. Donc, étant donné qu'on en a déjà parlé, je voulais seulement faire un petit rappel. Ok, pour parler de culturalisme, en Haïti, on ne va pas vraiment lier ce multiculturalisme aux horizons divers, parce qu'en Haïti, on est un peu homogène. Il n'y a pas vraiment lieu de parler de nationalité différentes. Mais ce que je peux signaler, c'est qu'on n'a pas vraiment laissé une place de choix aux savoirs locaux. Donc il y a l'éducation d'un côté, c'est formel, et puis les savoirs locaux, ça ne rentre pas vraiment à l'école. Je voulais souligner aussi 2 points qui ont trait à la culture vaudou et au bilinguisme. C'est qu'avec la signature du concordat de Damien entre Haïti et le Vatican, il y avait comme un rejet de la culture vaudou. L'éducation et la religion se changeaient donc de détourner le peuple haïtien de sa culture. Donc, on ne peut pas vraiment parler de cohabitation jusqu'à présent entre le vaudou et le christianisme dans l'enseignement, mais surtout, c'est surtout parce que l'enseignement l'école était considérée comme un lieu où on pouvait pratiquer l'endoctrinement, où on pouvait endoctriner les élèves à la religion, au christianisme. Avec le mouvement indigéniste et la négritude, on a vu que les intellectuels encourageaient un retour aux valeurs culturelles vers 1926, ce qui fait que le vaudou a été en quelque sorte défendu. Et en 1987, on a permis l'exercice du vaudou comme religion en Haïti, la constitution de 1987. Donc, on peut même constater qu'il y a des établissements qui ont été établis pour des écoles vaudouisantes en Haïti. En ce qui a trait à la langue, j'en ai déjà parlé, il y a un certain bilinguisme dans l'enseignement en Haïti. Le français a été la langue de l'enseignement pendant longtemps, mais pour permettre une meilleure compréhension, la réforme Bernard a proposé l'utilisation du créole dans la formation des Haïtiens, mais il arrive qu'il y a un décalage entre deux statuts entre le français et le créole. Et aussi, il y a des écoles qui utilisent plus le créole que le français. On a vu la différence publique et privée, tout ça. On avait posé la question jusqu'où une école doit aller pour respecter les diversités culturelles. La question a été plus ou moins mal posée, mais
La réponse qui est sortie le plus, c'était respecter la diversité culturelle et la liberté des autres. Les autres réponses qui ont été mises, ça serait mettre l'accent sur la laïcité et la sensibilisation chez les jeunes qui sont à peu près arrivés au même résultat. Prendre en compte les particularités des autres, puis l'ouverture d'esprit. Donc, on va parler du système d'éducation alternative. C'est comme une solution apportée pour contrecarrer le système jugé trop traditionnel qui était centré plutôt sur le savoir, le modèle. Il fallait rentrer dans les normes et puis l'autorité. On a pensé que des modèles, de nouvelles approches pédagogiques pouvaient aider pour une éducation nouvelle en Haïti. C'est pour cela qu'on a opposé au modèle transmissif un modèle plus participatif. Ce sont là les caractéristiques. Il y a d'un côté le système traditionnel qui était un modèle transmissif et ici un modèle plus participatif. On encourage la participation. Dans le modèle traditionnel, au centre, on a le contenu. Alors que dans le modèle alternatif, le sens c'est l'apprenant. On s'intéresse beaucoup à l'apprenant. On a le triangle de Jean Houssaye qui présentait l'acte pédagogique. On a l'enseignant, on a le savoir, c'est lui qui a rapport au savoir. Et puis il y a l'enseignant, il y a l'apprenant au bas de l'échelle. Mais ici, dans ce système, on met l'apprenant en premier lieu. Le rapport du maître avec le savoir, c'est plus la même chose. L'apprenant peut contribuer à son apprentissage dans le système alternatif. Dans ce système alternatif, l'apprenant peut devenir plus autonome et plus confiant dans ses capacités. L'enseignant est là, il est là de façon discrète et il propose, mais c'est surtout à l'apprenant de choisir parce que chaque personne a son rythme, chaque personne a sa capacité. Dans le cadre de notre recherche, nous avons parlé de certains modèles, comme par exemple la méthode Montessori. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais quand même nous allons vous parler de quelques systèmes alternatifs. La méthode Montessori, c'est une création de Maria Montessori, qui est la première femme diplômée en Italie, en médecine. Elle avait dirigé des écoles pour des enfants à déficience, puis des écoles pour des enfants pauvres, dans des milieux pauvres. Sa méthode est plutôt fondée sur le respect de la démarche naturelle de l'enfant, parce que chaque enfant est particulier. Et sur la base de cette particularité, on doit respecter le rythme de chacun. Pour Maria Montessori, le but d'une éducation de la prime enfance, parce qu'on parlait de la période sensible, ce n'est pas d'emplir l'enfant de faits tirés d'études préétablies, mais plutôt de cultiver son propre désir d'apprendre. Pendant cette période sensible, on veut développer chez l'enfant son désir pour l'apprentissage. On veut que l'enfant lui-même participe, qu'il soit conscient de ses choix. Dans cette méthode, on met les enfants dans des milieux où il y a des matériels. L'enfant peut choisir ses activités. De même, il y a une certaine hétérogénéité puisque les enfants sont différents, les enfants ont des rythmes différents. Chaque enfant peut profiter du rythme de l'autre, peut profiter des activités des autres. Donc, c'est une méthode qui permet le partage, l'entraide et le respect mutuel. Donc, on va voir dans une petite vidéo ce que c'est que la méthode Montessori, ce que ça peut apporter à l'enseignement. Tu peux peut-être prendre le lien, puis... Ouais, ben c'est ça, juste le... Mais juste pour dire que c'est vraiment cet esprit-là qui a influencé la réforme de 2005 au Québec. On peut peut-être le passer pour l'instant, parce que malheureusement, je ne suis pas capable de... Bon.
désolé. Bon, bref. Ok, bref, on ne s'y attendait pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je voulais vous présenter également la pédagogie de Célestin Freinet, qui lui est français et qui a eu une expérience dans la Première Guerre mondiale. Il a subi des conséquences. Lui, il voulait un monde qui soit meilleur et un monde qu'on pouvait vraiment avoir grâce à une nouvelle forme d'éducation. Un monde où l'on serait plus humaniste, un monde où l'on pourrait se détourner de la guerre, du colonialisme et du colonialisme. Donc, il pensait que de nouvelles méthodes pourraient occasionner le progrès des peuples. Sa pédagogie se base sur des principes tels que la coopération de l'apprentissage, le tâtonnement expérimental. Et quand on parle de tâtonnement expérimental, même les professeurs pouvaient tâtonner aussi. On utilise une méthode, on utilise quelque chose, ça marche, on va partager avec d'autres enseignants pour pouvoir permettre à l'éducation d'avancer. Et aussi, on encourageait l'expression et la communication. Célestin Freinet visait une école laïque, émancipatrice et coopératrice, une école où chacun est recueilli, accueilli et respecté pour l'égalité des droits, une école ouverte à la vie et vers la vie. Donc il fallait que ce que les enfants apprennent à l'école ait un quelconque rapport avec leur réalité. Il fallait pouvoir déjà dans sa formation penser, voilà, j'ai appris ça, est-ce que ça sera utile, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser plus tard. Célestin Freinet a lutté pour que l'intelligence que l'on veut développer ne soit pas située en dehors de la vie. L'école doit faire le lien avec la réalité, c'est ainsi qu'elle pourra préparer l'enfant, c'est être complet à toutes les possibilités. Freinet a aussi encouragé la déprolétarisation de l'enseignant qui devait devenir un inventeur. Et ensuite, profiter de ses erreurs pour partager avec d'autres, pour que ça avance. Et je me suis dit, mais c'est un petit peu la méthode de Madame Piron. Oui. Alors, il fallait mettre en commun les trouvailles aussi. Et dans le souci de favoriser cette coopération, il a fondé en 1947 l'Institut coopératif de l'école moderne. Il a tenu des congrès également, congrès de la Fédération internationale des mouvements de l'école moderne, il a écrit des documents, etc. Freinet lui-même, il a dit, ce n'est pas l'école qui va changer la société. Mais si on ne change pas l'école, on n'arrivera jamais à changer la société. Parce qu'il faut former des citoyens qui créeront eux-mêmes la société dont ils ont besoin. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour notre cours, cette idée de vivre ensemble, cette idée de démocratie, d'intégration des citoyens, d'implication plutôt des citoyens dans la démocratie. Donc, le pédagogue soutient que l'école peut alors permettre de corriger un certain nombre de défauts de la société. Elle doit apprendre à l'enfant à exercer un esprit critique, ce qui peut l'aider dans ses actions pour changer la société. Freinet est certain qu'on ne puisse enseigner de la même façon à des enfants que l'on veut former en citoyens obéissants qu'à des enfants qu'on veut doter des moyens pour s'impliquer dans une démocratie. Pour Freinet, l'éducation qu'il prône peut permettre le débat démocratique et l'émergence de la démocratie. Donc, on va continuer avec les méthodes alternatives. Oui, oui. Et aussi, on voulait vous parler de Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, qui est né en 1921 et qui est décédé en 1997. Une de ses grandes missions, c'était l'alphabétisation visant les personnes adultes dans les milieux pauvres. Pour lui, l'alphabétisation, c'est un moyen de lutter contre l'oppression. Une de ses œuvres maîtresses, c'est la pédagogie des opprimés. En fait, Paulo Freire, c'était à la base un avocat, puis il s'est beaucoup impliqué dans les milieux pauvres, puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes qui ne savaient pas lire. Et il s'est rendu compte aussi que la lecture et l'écriture dans son pays, c'était une espèce
d'armes qui faisaient en sorte que les plus pauvres n'y avaient pas droit, puis ça les distançait justement des gens qui pouvaient lire et qui pouvaient justement s'exprimer à ce niveau-là. Donc, lui, quelques-unes de ses solutions, c'était d'apprendre de pouvoir faire l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais selon le vécu des apprenants. Donc, au lieu d'essayer de leur faire lire des romans ou des histoires ou des trucs que les apprenants ne se sentaient pas proches de ces histoires-là, il a décidé justement de leur faire lire des choses qui pouvaient les intéresser, leur faire écrire ce qu'ils voulaient écrire justement. Donc, comme je disais, la lecture et l'écriture, ça serait plus des outils. Il ne voulait plus que ça soit des outils culturels de domination. Il voulait éliminer la structure hiérarchique de l'éducation. Puis, une des phrases fortes qui est dans son livre, c'était « Il faut qu'apprenants et enseignants s'engagent, collaborent, participent, prennent des décisions et soient, en ce qui a trait à l'éducation, responsables tant socialement et politiquement. » Une des phrases fortes aussi que j'ai trouvées, c'était « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » Je pense que cette phrase-là parle vraiment beaucoup, à mon sens. Puis pour lui, l'éducation, c'est un chemin vers la liberté. Mais pour prendre ce chemin-là, il faut être conscient de deux choses, c'est-à-dire de l'oppression de l'État, que c'est un processus permanent d'action culturelle qui favorise l'émancipation, puis qu'il faut mettre vraiment au centre de tout ça l'importance de l'intelligence collective. Voilà, donc je vais vous parler de l'éducation populaire. En fait, l'éducation populaire, c'est quoi? C'est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement, une éducation qui vise l'amélioration du système social. Donc en fait, on se positionne en sorte de complément à l'éducation qu'on appelle l'éducation formelle. Donc on veut, en plus de la diffusion académique, on veut ajouter la diffusion des savoirs qu'on dit populaires, donc des savoirs plus locaux. Donc cette éducation-là est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe. En fait, j'ai lu un peu une définition que j'ai trouvée qui disait que l'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple par le peuple. Donc, il n'y a pas vraiment de professeurs, il n'y a pas vraiment d'élèves. En fait, c'est les deux qui, ensemble, se partagent des idées et apprennent mutuellement. Donc, c'est un courant d'idées qui milite beaucoup pour la diffusion de connaissances au plus grand nombre de personnes possible, puis qui cherche à faire épanouir chaque personne et à faire en sorte qu'il trouve sa place lui-même en tant que citoyen. Pour ce qui est des réponses avec les liens avec les réponses questionnaires, donc on a cherché à voir si la pensée critique pouvait avoir un impact en fait dans la société. Donc on leur a demandé si la pensée critique faisait partie du quotidien de tout le monde, si on aurait encore les conflits sociaux qu'on a actuellement. Étonnamment, personnellement, moi je trouve ça surprenant, la réponse majoritaire est oui. Donc les gens pensent que malgré une pensée critique, les conflits qu'on a actuellement seraient quand même là. Donc voilà. Puis on va vous montrer un peu maintenant des applications qui ont été faites des systèmes alternatifs, donc d'autres manières qui ont été pas testées, mais qui ont apparu dans le cours de l'histoire, qui sont des exemples un peu de systèmes alternatifs. Oui, alors je vais vous présenter le film, c'est Entre les murs. C'est un film qui en quelque sorte vous montre le système traditionnel en face du système alternatif. Alors l'histoire vient d'un roman de François Bégodeau, qu'il a écrit en 2006, et il est le personnage principal également du film, qui est mis en scène par Laurent Cantet. Ce film a eu des prix et des distinctions, comme par exemple le Palme d'Or du Festival de Cannes, le prix Humanum de l'Union de la presse cinématographique belge, et d'autres prix en 2009 et en 2010. C'est une histoire qui se passe dans une école ordinaire, une classe de 4e. L'histoire présente la vie d'une classe de 4e où des élèves viennent d'horizons différents, et le professeur, lui, il enseigne le français, mais c'est un français que les adolescents trouvent différent du leur. Il y a tout un ensemble d'émotions qu'on va voir chez le professeur. On peut voir par exemple son optimisme,
les autres professeurs qui sont un peu lasses, ils n'ont plus rien à faire parce qu'ils trouvent que ce sont des cas perdus, je dirais. Et de l'autre côté, on a les adolescents qui, eux, on voit chez eux l'homophobie, l'insolence. Il y a des enfants qui ont des problèmes d'immigration parce qu'il y en a qui n'ont pas les papiers pour demeurer en France. Entre les murs nous met devant une réalité poignante où le professeur est en rupture avec ses élèves, il est en rupture avec le corps professoral également. Le professeur est confronté à un groupe d'adolescents à la sensibilité à fleur de peau. Il y a des différences culturelles, il y a des difficultés de communication, ce qui crée un fossé entre les élèves et les professeurs. Bien que le professeur François Bégodeau, il s'appelle François également dans le film, bien qu'il essaie d'avoir des conversations d'égal à égal avec les élèves, il se confronte toujours à l'insolence des élèves qui ne croient pas en leur capacité, des élèves qui expriment leur honte. Par exemple, il y a un enfant qui a honte de manger devant la mère d'un de ses camarades. Donc, les enfants pensent que dans leur vie, il n'y a rien qui soit intéressant. Dans ce film, on a d'une part certains points que l'on pourrait lier à une forme d'éducation traditionnelle. Il y a les professeurs qui ne décident plus d'aller à la recherche des élèves. Il y a la norme. Si l'élève ne rentre pas dans la démarche proposée, il est foutu. Donc, on n'a plus rien à faire. On a le professeur François qui, lui, il demande aux élèves depuis quand ce sont les envies qui gouvernent. Donc, tu n'as pas droit à vouloir quelque chose. On ne va pas se rendre compte de ce que tu veux, de ce à quoi tu aspires. L'important, c'est de rentrer dans le schéma. Il y a un adolescent qui a posé une question, qui voulait savoir mais pourquoi on devait apprendre certains temps de la conjugaison alors que dans leur réalité, ce n'était pas utile. La question c'était, il fallait rentrer dans le schéma, c'est la norme, donc on apprend ce qu'on nous propose. Il y a également la figure de l'autorité parce que les élèves associent le superviseur au chef de Guantanamo. C'est un peu fort, mais c'est ça, il fallait respecter le professeur. Déjà, un élève ne peut pas tutoyer le professeur. Et de l'autre côté, on va voir que les professeurs dans les réunions veulent trouver des formules pour punir. Comment on va punir? Mais quand on pose la question, mais comment on pourrait encourager les élèves? Quand François dit qu'on pourrait les encourager, mettre leur nom dans les tableaux d'honneur, tout ça, les professeurs disent, mais c'est naturel. L'enfant, il vient apprendre, c'est seulement pour montrer qu'il peut passer en classe supérieure. Donc, il se valorise lui-même, mais c'est toujours le contenu qui revient. Il se valorise, c'est si tu peux montrer que tu as appris quelque chose, que tu as retenu, que tu as mémorisé, c'est dans les examens. Il n'y a pas vraiment une façon de valoriser l'enfant. Mais de notre côté, on va voir des tentatives du professeur pour faire l'utilisation de pédagogie nouvelle. Il apprend aux élèves qu'ils peuvent être différents, qu'ils ont chacun quelque chose à raconter, parce que au milieu du film, on voit que chaque enfant peut soit présenter des photos de famille, soit présenter une histoire. Et puis il a fait une exposition, il a invité des parents, il a invité le corps professoral pour voir ce que les enfants eux-mêmes pouvaient produire. Donc il voulait montrer aux enfants qu'ils ne devaient pas avoir honte de ce qu'ils sont et qu'il fallait accepter les autres, qu'il fallait être tolérant, qu'on pouvait dire ce qu'on a appris, qu'on pouvait proposer même des choses pour son éducation. Donc en gros, c'est le film met en relation ce qu'on a vu dans le système alternatif et ce qu'on sait déjà du système traditionnel. Et je vous recommande vraiment vous êtes tous en train de regarder, n'est-ce pas,